Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Cet épisode, c'est un peu l'histoire revisitée de David contre Goliath version 21e siècle. À l'heure où la guerre aux emballages est déclarée, où le consommateur roi attend des solutions éco-friendly, deux entrepreneurs, Claire et Olivier, créent Berny et se lancent comme deux candides à l'assaut d'un géant, le secteur de la grande distribution. Leur idée ? Stopper l'utilisation des emballages plastiques à usage unique pour les remplacer par de jolis contenants en inox consignés. Le tout avec conviction et succès. Et si c'était ça la clé pour arriver à déplacer des montagnes ? Ne pas avoir de préjugés, faire confiance à son instinct, tester, se planter, tester encore, foncer et y arriver. Dans cet épisode, on parle de gâteau nantais un peu, de reconnaissance aussi, d'engagement beaucoup, de la concrétisation d'une idée à l'aboutissement d'un projet. Bref, un épisode plein de promesses pour une start-up à l'avenir très prometteur, qui laisse entrevoir tout le potentiel du marché et en filigrane notre manière de consommer demain. Ouvrez grand vos oreilles, ces deux personnalités bluffantes pourraient bien vous inspirer. Alors, bonjour Claire et Olivier, bienvenue dans Rayonnante, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui, qu'on fasse cette interview tous les trois. Je voulais savoir dans quel état d'esprit vous vous trouviez ce matin. Eh bien, très contente, un peu stressée, on va voir comment ça se passe. Merci Éléonore pour l'accueil, et ça va, enfin très motivée pour faire ce podcast. Et bien on y va, et ben d'ailleurs je vais commencer par vous laisser la parole, et du coup pour commencer je vais vous proposer de vous présenter, de nous raconter qui vous êtes, quel a été votre parcours, en quelques mots quoi. Moi, Claire, j'ai 37 ans, j'habite à Nantes depuis 8 ans et j'ai un parcours école de commerce et après j'ai travaillé dans la publicité, dans la communication pendant une dizaine d'années avant de monter Berny. Et donc Olivier, moi j'ai 36 ans, je suis nantais que depuis 3 ans, début 2019. Et moi j'ai un parcours école d'ingé, j'ai fait pas mal de conseils en industrie et en grande distribution, et j'ai monté aussi une boucherie en circuit court à Toulouse. Ah ouais, voilà. Et pourquoi Toulouse du coup ? Pourquoi Toulouse ? Parce que je viens de Toulouse. J'ai monté la boucherie avec deux de mes frères. J'ai un frère qui, lui, était éleveur de bœuf bio en région toulousaine et qui avait ce projet-là de monter une boucherie. Et donc, je suis parti, j'ai quitté le conseil pour l'aider à créer cette boucherie. Voilà. Ok. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Trop bien. Passionnant. Voilà. Et puis 3 ans après, tu as arrêté la boucherie. Et après 3 ans, et au bout de 3 ans, il fallait que je nourrisse ma famille, donc j'ai repris du conseil. Et là, j'ai travaillé du coup chez Système U, en mission chez Système U. Mais l'entrepreneuriat me manquait trop, donc je suis reparti en création d'entreprise. Voilà. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu es arrivé à Nantes ? Et non, j'étais à Nantes pour ma mission de conseil, pardon. Voilà. Ok. Alors racontez-nous un peu tous les deux comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Dans quel cadre ? En fait, moi, j'avais ce projet-là, donc en quittant le conseil une deuxième fois pour vraiment repartir sur la création d'entreprise. J'avais dès le début l'optique de ne pas le faire seul et de vraiment me dire je le fais dès le départ avec un associé ou une associée. J'avais même pas encore l'idée de l'entreprise, je savais même pas encore ce que j'allais créer, que j'avais déjà fait un appel à associés. Et dans cette recherche-là, j'ai rencontré, je pense, 30, 40 personnes. Sans avoir d'idée de ton projet Ouais. Juste pour rencontrer des gens. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut entreprendre. Après, j'ai rencontré beaucoup de personnes où ça pouvait pas aller plus loin parce que c'est des personnes qui veulent faussement entreprendre parce qu'en fait, c'est plus du salariat. J'ai eu beaucoup de jeunes qui voulaient créer une entreprise pour créer une entreprise, mais sans les inconvénients de il n'y a pas de salaire au début, c'est un peu la galère et tout ça. Et le projet n'était pas établi, donc ça faisait peur aussi à beaucoup de monde. Jusqu'à rencontrer d'autres personnes avec qui ça avançait un peu plus, et puis derrière ça tombait pour des raisons soit de mon côté, soit de son côté. Et jusqu'à rencontrer Claire, où là, Claire avait déjà un peu ce projet d'emballage consigné. Moi, je le mûrissais de plus en plus, même si il était vraiment à l'état embryonnaire à ce stade-là. Et on s'est rencontrés en fait dans le réseau nantais des entrepreneurs via le Palace. Voilà. Le Palace, tu peux peut-être préciser ce que c'est parce que pour l'instant, je crois qu'on n'en a jamais parlé dans le podcast. En fait, le Palace, c'est une communauté d'entrepreneurs engagés. D'accord. Voilà. C'est principalement un lieu qui est à côté de la place Gralin,
avec beaucoup d'espaces de coworking. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai croisé Claire. Moi, j'avais entendu parler de son projet justement par quelqu'un que je connais aussi au Palace. Donc, je regardais un petit peu ce qu'il faisait de loin. Et comme le disait Olivier, moi, de mon côté, d'un point de vue personnel, j'étais depuis 2-3 ans déjà engagée dans ma propre transition vers le zéro déchet, etc. Même si je suis bien loin d'y être arrivée. Mais en tout cas, c'était des préoccupations que j'avais. Et je voyais que c'était complexe. Et justement, en tant que consommatrice, j'ai trouvé une résonance dans ce qu'il proposait, sachant que j'étais moi-même en train de me dire, en fait, il faut... ça ne va pas venir tout seul, il faut créer quelque chose pour trouver des solutions pour réduire nos déchets. Donc j'avais un peu regardé ce que faisait Olivier. Je m'y étais pas vraiment penchée dessus plus que ça, parce que moi je reprenais mon poste après un congé mat et voilà. Et au mois de mai, pendant le confinement, on est entré en contact justement parce qu'Olivier continuait sa recherche d'associés. Donc je me suis dit, je vais le rencontrer, ça coûte rien. Et voilà, et je me suis lancée dans le truc. Et tu as discuté avec Olivier et suite à ça, tu t'es dit, allez, banco, je me lance sur le projet. Qu'est-ce qui t'a convaincu, tu vois? Qu'est-ce qui t'a... En fait, depuis que je suis à Nantes, donc depuis 8 ans, quand j'ai démissionné de mon premier boulot, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai senti que j'avais en moi cette volonté de créer un projet. Si ce n'est une entreprise, en tout cas un projet. C'était plutôt ça qui m'animait. Je ne l'ai pas fait pour diverses raisons, parce que j'ai eu des opportunités dans le salariat. Et voilà, c'est toujours confortable de se dire, je vais dans le salariat. Et en 2020, j'ai eu 35 ans et j'ai dit à mon mari, mais en fait, je le ferai jamais de créer mon propre projet, créer ma propre boîte. Et puis, comme je te disais, j'étais en pleine réflexion sur comment améliorer notre quotidien et réduire nos déchets. Et donc, l'arrivée d'Olivier, c'était un peu alléluia. En fait, c'était assez facile pour moi de prendre cette décision, dans la mesure où Olivier m'a dit est-ce que tu veux t'associer avec moi pour créer ce projet? J'avais plus qu'à dire oui ou non. Et je savais très bien que si je disais non, j'allais regretter de passer à côté de cette opportunité. Donc pour moi, c'est une démarche qui était plutôt évidente. Ouais. Et Olivier, excuse-moi, je reviens à toi, mais dans ton discours, tu parlais souvent de l'importance d'entreprendre. J'ai l'impression que ça t'anime quand même depuis pas mal d'années. Je ne sais pas trop si ça m'anime depuis plusieurs années, mais en tout cas, j'ai un peu suivi le parcours classique, j'ai envie de dire, école d'ingé. Après, on fait un cabinet de conseil. Et une fois, je discutais avec mon chef et lui, il me racontait, il me disait, moi, mon rêve, c'est de reprendre une petite entreprise. Et ça a fait résonner quelque chose en moi. Je me suis dit, en fait, il a trop raison, quoi. Reprendre une petite boîte et vraiment entreprendre, en fait. Et je n'avais pas trop perçu ce côté entreprise. Et en fait, je pense que derrière, je me suis dit, j'ai réalisé que j'avais envie de ça. Et je m'étais fixé, à mes 30 ans, en fait, il faut que je quitte le conseil, il faut que je crée une entreprise. N'importe quoi, mais il faut que je crée une entreprise, il faut que je teste ce côté-là. Après, moi, je viens aussi je suis fils d'agriculteur et quand on est fils d'agriculteur, on entreprend beaucoup aussi, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses soi-même. C'est pas de l'entrepreneuriat comme on le connaît dans le milieu des startups, mais c'est aussi toute une démarche de débrouillardise, de bricolage et tout ça qu'on retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat. Et à mes 30 ans, du coup, quand j'ai eu ce projet de créer une boucherie que m'a proposé mon frère, je me suis dit, trop bien, il faut que j'y aille en fait. Et il ne faut pas attendre d'avoir l'idée de génie pour entreprendre. Il faut juste se dire, là, il y a peut-être un truc, je vais m'éclater. Et voilà, il faut s'éclater. Ouais, qu'il y ait un peu de folie dans tout ça, quoi. Ouais. Pas forcément que du rationnel. C'est surtout, je pense qu'il faut beaucoup de naïveté aussi pour entreprendre, finalement. Ouais. Je pense que c'est hyper intéressant d'entreprendre dans un milieu qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, on apporte énormément d'idées, un nouveau regard. Et entreprendre dans un milieu qu'on connaît beaucoup trop, on est déjà trop cloisonné sur des principes, des fonctionnements, des méthodes et tout ça. Ouais. Voilà. Et donc, entreprendre dans l'emballage, je sais pas, moi je trouvais ça incroyable, alors que je trouve pas ça très sexy, mais au moins je me disais, trop bien, il y a un énorme challenge, je trouverais ça top d'entreprendre et de créer une boîte sur de l'emballage alimentaire comme ça. Ouais, donc tu connaissais pas du tout le milieu de l'emballage alimentaire. Pas du tout, ouais. Et justement, si on revient sur l'origine de Bernie, c'est bien, ça fait une bonne transition. Quelle est en fait l'idée au départ, tu vois? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette société? Moi, c'était... j'avais un projet, en fait, un tout premier projet qui était plus sur de l'agro, vraiment créer un produit agro qui répondait à beaucoup de choses. J'avais envie de revaloriser un petit peu le métier des agriculteurs qui
qui est complètement dévalorisé. Je voulais créer un produit très sain et un emballage dans un emballage sain. Et j'ai cherché en fait une solution d'emballage consigné. Et je me disais, il y a bien quelqu'un qui a dû créer un réseau d'emballage consigné où en fait, je l'injecte dedans et lui s'occupe de le récupérer, de le laver, de me le renvoyer. Et en fait, il n'y avait rien qui existait. Et là, quand je parlais un petit peu de mon projet produit agro ou emballage consigné, tout le monde disait mais vas-y sur les emballages consignés quoi, c'est maintenant et même tu as du retard. Donc je me suis dit ok, il faut que je fonce sur un projet comme ça, même si j'aime beaucoup le côté agro et le côté nourriture et sain, et l'emballage alimentaire, je trouve ça passionnant maintenant, mais voilà, c'est né comme ça. Et après, l'ambition, c'était vraiment de créer quelque chose d'universel. Et Claire a rajouté beaucoup justement de ce côté-là, universel, standard et tout ça, quand elle est arrivée. Et de créer vraiment une énorme plateforme d'emballage où tout tourne comme ça et tout est partagé par tout le monde, quoi. Et au départ, cette idée d'emballage consigné, c'est quand même assez innovant parce que quand tu as eu cette idée, en fait, finalement, il n'y en avait pas beaucoup. Tu sais ce que tu disais, ça n'existait pas, en fait, ce marché-là. Au tout début, quand j'ai commencé, il commençait à y avoir quelques entreprises qui se créaient. Ouais. J'ai découvert après qu'il y avait des lois aussi qui allaient imposer ça. Donc, en fait, je me suis dit, trop bien. En fait, là, il y a vraiment des arguments pour y aller. Mais il y avait quelques projets qui existaient, mais c'était pas énorme. Et surtout, il y avait tout à créer. En fait, il y avait toute la filière de lavage, de collecte. C'était un métier qui était fou. Et au départ, je m'en souviens avec Claire, il y a des gens qui nous disaient, non, mais arrêtez tout de suite, vous êtes malade, quoi. Donc, et je pense que c'est ce qui a fait qu'on s'est associés tous les deux, c'est que tous les deux on avait une certaine folie et une certaine part de naïveté en fait dans ce milieu-là. Et je pense qu'il faut garder un peu ce côté un peu fou, d'aller sur des projets fous pour vraiment porter cette ambition-là sur des projets qui peuvent paraître énormes au départ, mais qui sont pas infaisables. Et en fait, à chaque fois, tous les jours avec Claire, on se dit en fait, on y va petit à petit, marche par marche, et on va arriver à tout en haut de cette énorme montagne. Où au début on nous disait non mais vous vous rendez pas compte, la montagne est énorme, mais vraiment, et c'est hyper dur au départ d'avoir des gens qui disent non mais arrêtez tout de suite, vous êtes fous quoi. Vous, ça vous a pas effrayé quoi? Si. Si, surtout comme le disait Olivier, on est allé voir pas mal d'entrepreneurs dont je me souviens très bien un qui est grossiste en emballage qui me disait déjà moi acheter et revendre des emballages c'est une sacrée galère. Alors, en plus, piloter de la logistique, des prestataires, demander au consommateur qui rapporte son truc. Comme disait Olivier, on nous a dit, mais arrêtez, vous voulez pas plutôt faire une appli? Et justement, le fait d'être confronté à ces regards, ça nous a permis de nous dire, non, en fait, on veut pas faire une appli. Si on veut que le monde il évolue, il faut aussi qu'il y ait des gens qui fassent des choses concrètes et qui se coltine le boulot de faire des choses physiques, parce que le monde, il n'est pas que digital, et il l'est aussi, mais pas que. Mais surtout, on garde souvent cette image de la montagne, de ces marches à gravir, et on essaye de visualiser toutes les marches qu'on a pu gravir en 18 mois, 2 ans, et il y en a beaucoup. Et entre le moment où on s'est lancé et aujourd'hui, honnêtement, c'est vraiment hallucinant la vitesse à laquelle vont les choses, à laquelle les mentalités changent aussi. Moi qui viens du monde de la com et du commerce, quand je suis arrivée dans le projet, j'ai construit tout mon argumentaire, etc. Et en gros, je n'ai cherché que des arguments qui pourraient privilégier le réemploi par rapport au recyclage. Donc pour moi, c'était ça un peu notre taf, c'était d'aller dire, le recyclage, ça reste quand même hyper consommateur d'énergie, etc. Le réemploi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent, de plus logique. Et en fait, là, on n'en est plus du tout là dans nos arguments. Oui, le réemploi, il faut y aller, mais comment? Et donc là, maintenant, on explique comment. Et chez nos interlocuteurs, etc., la posture change vraiment beaucoup. Et tu as raison d'insister là-dessus, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a impressionné aussi en vous écoutant parler, entre le moment où vous avez créé cette boîte en 2020 et aujourd'hui, vous avez quand même gravi énormément, vous avez passé énormément d'étapes, vous avez gravi énormément d'échelons. C'est quand même impressionnant, tu vois, en 2 ans, même pas 2 ans, ce que tu disais. Ça m'intéresserait que vous nous détailliez un peu plus justement, quelles ont été les étapes que vous avez franchies justement pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. En fait, tu sais, quand tu commences une boîte, tu fais ta petite étude de marché, tu as tes chiffres, tu es content. 88% des Français sont pour le retour de la consigne. Bon, c'est bien beau, mais ils le disent, est-ce qu'ils le feront, quoi? Donc, pour nous, la première étape, ça a été de valider si oui ou non les Français étaient prêts pour le retour de la consigne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté À l'époque, on savait déjà qu'on voulait partir sur le matériau inox.
Olivier pourra peut-être raconter son cheminement d'un point de vue emballage, R&D, etc. Mais nous, d'un point de vue marché, en gros, on savait déjà qu'on voulait faire de l'inox. Donc, en fait, on a cherché des contenants sur Internet. On les a payés ultra cher, mais c'est pas grave. Ce qu'on voulait, c'était aller tester auprès du consommateur, justement, s'il était prêt à payer une consigne, sachant que nous, on a une consigne de 2 € sur nos contenants, donc c'est pas anodin. S'il faisait le geste de retour, comment c'était accueilli par le consommateur, par le magasin, etc., etc. Donc, on est allé voir un directeur de magasin à La Chapelle-sur-Erdre. On lui a posé le contenant sur la table. Il nous a direct dit « OK ». Il a direct compris. Il a direct dit OK, c'est parti. Et donc voilà, donc on a mis, ils ont mis leurs produits dans des contenants inox et on les a proposés. On a fait toute une petite communication PLV, etc. en magasin. On l'a présenté à des consommateurs et on est resté pendant 2 mois à les observer sans rien dire pour voir s'ils voyaient que c'était consigné, s'ils voyaient le montant de la consigne, s'ils comprenaient le parcours et s'ils acceptaient. Un peu l'idée, quoi. Et franchement, on était vraiment hallucinés. Alors, La Chapelle-sur-Erdre, je pense que c'est un bon terreau pour la consigne, parce que c'est des gens qui sont plutôt sensibles au sujet, qui ont, je pense, les moyens de faire ce geste, etc. Mais la plupart nous disaient, les 2 €, je vais être remboursée, donc pas de problème. De toute façon, je viens faire mes courses ici toutes les semaines, même jour, même heure, donc mettre des contenants dans les sacs que je rapporte, pas de problème. Et donc, on a vite vu que les contenants revenaient, que les gens étaient contents, que le magasin était content. Au bout de 3 semaines, je crois qu'il nous a dit « Bon les gars, là, je veux pas de rupture. C'est bon, c'est parti. » Donc nous, on s'est regardé un peu en panique, genre il faut qu'on recommande des contenants qui nous coûtent une blinde. Mais bon, on y va, c'est pas grave, maintenant que c'est lancé. Et puis, on a 2-3 journalistes qui sont venus voir ce qu'on faisait. Et du coup, on a reçu des appels de l'ensemble de la grande distribution. Ok. Donc vraiment, quasiment toutes les enseignes nous ont appelés en disant « C'est hyper intéressant ce que vous faites et tout ça. » Donc on s'est dit, proof of concept, quoi. Ouais. Les consommateurs jouent le jeu, la grande distribution est intéressée, voilà. Et je crois que c'est là où on s'est dit, on fait produire nos propres contenants en France pour que ils nous coûtent déjà moins cher que ce qu'on achète. Et aussi, qu'on commence, on lance le truc, quoi. Donc là, on était en quelle année ? Et là, c'était mars 2021. Mars 2021, un peu c'était passé une bonne année. Ouais. Donc la première marche, comme disait Claire, c'était vraiment aller tester le consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt ? Est-ce qu'il est, est-ce qu'on se trompe pas ? Parce que comme disait Claire, les sondages c'est bien beau, les chiffres c'est bien beau. Donc il fallait vraiment qu'on aille tester ça sur le terrain. Ça, c'était la première étape et ça s'est super bien passé. Derrière, c'était un peu plus complexe parce que là, on rentrait un petit peu dans de la R&D, aller chercher vraiment le bon contenant, travailler les matériaux et travailler aussi les types de conditionnement qu'on appliquait dessus. Parce que nous, notre ambition, c'était vraiment d'étendre un peu ce système-là d'emballage consigné, pas que à la grande distribution, mais aussi à l'industrie agroalimentaire et pourquoi pas d'autres marchés aussi. Et donc, il fallait qu'on réponde un peu à toutes leurs contraintes techniques. Donc on a commencé à visiter des usines agro, comprendre comment était montée leur ligne de production. Et là, on a réalisé que ça allait être très complexe en fait de mettre un contenant inox sur la ligne de production et que ça emballe à la chaîne comme ça des produits. Et donc, excuse-moi, je te coupe, mais dès le début, tu as pensé à l'inox comme non, matière ? Non, c'est vrai, je peux revenir sur ta raison en termes de R&D. Au tout départ, on a commencé avec du silicone. Le silicone, il faut savoir, c'est du verre mou. C'est de la silice, donc c'est du verre mou. Et donc, comme il y avait beaucoup de contenants consignés en verre, mais qu'il y avait la contrainte du danger du verre en fait, et du risque de la casse du verre, on s'est dit il faut un verre mou. Donc on s'est tourné vers le silicone. Et en termes de R&D, on n'a pas eu des résultats assez bons, donc on a vite arrêté. Et quand on a visité les usines des industriels, on voyait qu'en fait tout était construit en inox dans l'usine. On s'est dit, il faut peut-être travailler avec ça. C'est que eux, ça fait des années qu'ils travaillent avec un contact inox et il n'y a pas de danger puisqu'ils le font depuis des années. Donc, allons sur l'inox. Voilà, donc on a fait, je m'en souviens très bien, un jour, on s'est fait une réunion avec Claire, on a dit, OK, on arrête le silicone, on va sur l'inox à fond, quoi. Et on s'est dit, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas testé jusqu'au bout l'inox. Et voilà, donc, et maintenant, on a des beaux contenants en inox qui sont assez jolis. Peut-être un peu trop jolis du coup, parce qu'il y a des gens qui les gardent encore, c'est dommage. Mais voilà, et après, ça a été toute une phase de R&D. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est comment on conditionne un produit frais dans un emballage en inox. Il faut qu'il y ait toujours un peu le côté transparent qu'on n'a pas avec l'inox.
pour que le consommateur puisse voir le produit. On ne pouvait pas faire avec un couvercle parce qu'il n'y avait pas assez d'herméticité. Donc, il y avait plein de contraintes. Et là, on est en train de... on a encore du travail, évidemment, mais on a vraiment relevé un gros défi qui était de mettre sur une ligne industrielle un contenant inox et qui ressorte bien conditionné d'un point de vue industriel, quoi. Ouais, et tout ce cahier des charges, du coup, tu l'as pensé avec les industriels, tu Ouais. vois toutes ces questions. Ouais, le cahier des charges, c'est ça. On l'a pensé beaucoup avec énormément de rencontres. On a rencontré énormément de monde. À un moment même, on saturait de rencontrer du monde parce qu'on voyait beaucoup trop de monde, je m'en souviens. On voyait trop d'industriels, trop de responsables, emballage et tout. Et parfois, il y a des avis hyper divergents. Donc, en fait, c'est hyper compliqué quand on crée sa boîte de faire le tri dans tous ces avis, tous ces conseils-là. Bien sûr. Et donc, on a ciblé un partenaire qui a bien voulu nous aider d'un point de vue technique et tout ça, et qui est le bon partenaire. Et voilà, donc on avance toujours d'un point de vue R&D là-dessus. Voilà. Ok. Et vous parliez d'obstacles justement tout à l'heure. Quelles ont été, tu vois, un peu les grandes difficultés que vous avez surmontées, les grands obstacles? Moi, ce qui me vient instinctivement, c'est pas. On n'a pas eu des gros coups durs où on s'est dit, enfin pas encore en tout cas, où on s'est dit c'est la merde, il faut tout arrêter ou voilà. C'est plus une première difficulté, c'est la visibilité du marché du réemploi. C'est un marché qui est en pleine structuration où les acteurs sont en train de se créer en même temps que nous on crée notre activité. Par exemple, nous le lavage on fait tout en sous-traitance. Aujourd'hui, les activités de lavage, elles existent, mais c'est très embryonnaire comme marché. On sait qu'il y a de grosses ambitions pour aller créer des méta-centres de lavage partout en France, etc. Mais voilà, on attend de voir si ça se fait vraiment et à quel coût on va pouvoir faire laver nos contenants. Voilà, c'est un exemple. On a fort heureusement des concurrents qui travaillent aussi sur le sujet du réemploi. Donc, quelle place ils vont prendre, quelle place on va prendre, comment on va travailler ensemble demain, comment tout ça va s'organiser. Donc ça, c'est vraiment un espèce d'échiquier où tu vois pas vraiment tous les contours. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième obstacle ou difficulté, c'est qu'on est à la fois en retard, dans le sens où le réemploi, il fallait s'y intéresser il y a 5 ans, voire plus, et à la fois un petit peu en avance vis-à-vis du consommateur ou des prescripteurs. Pourquoi tu dis que vous êtes en retard? On est en retard, mais c'est pas très grave. En fait, tout le monde est un peu en retard sur le sujet parce que le sujet a été pris très tôt par les parlementaires. Mais derrière, c'est plus en retard parce que nous, on trouve qu'on est en retard parce qu'il y a vraiment une urgence climatique et on se dit non, mais en fait, faudrait qu'on l'ait fait il y a 10 ans, quoi. Il faudrait que ce soit courant pour tout le monde, en fait. Et là, on a encore beaucoup trop de sujets sur aller éduquer le consommateur, à lui dire bah voilà, maintenant ça marche comme ça. Et demain, ça va être comme ça, en fait, parce que demain, dans un magasin, vous allez rentrer dans un magasin, il n'y aura plus d'emballage jetable, il y aura vraiment que du consigné ou du vrac. Donc, il faut qu'on arrive à leur apprendre ça et leur dire bah tout le monde va passer par ça et il y aura un système de consigne généralisé comme ça sur toute la France et donc ça va revenir et il faut s'y préparer et c'est pas très grave. Il y en a certains qui peut-être ça leur fait peur mais c'est simple en fait, c'est très simple d'utilisation et je m'en souviens quand on présente le projet, souvent il y a des personnes un peu plus âgées qui me disent ah bah oui, c'est comme les bouteilles consignées avec des étoiles dessus, quand j'étais petit je m'en souviens, j'ai rapporté. Bah voilà, en fait tout le monde le faisait avant. On a un peu tué ce système de consigne en France, et ben là il revient. Voilà, il revient à très grande vitesse, aussi bien sur de la bouteille que sur ce qu'on crée nous, de l'emballage alimentaire, sur des produits frais. Voilà. Mais on est en avance dans le sens où justement il y a une éducation à faire et quand tu as une éducation à faire, parfois c'est un peu pénible. Quoi. Parce que t'es convaincu de ton truc, tu dis allez les gars on se bouge, on n'a plus le choix, allons-y et tout. Et parfois on fait souvent des journées dans les magasins d'observation pour voir comment les gens réagissent un peu aux services proposés. Et puis on va leur parler et puis parfois c'est évident, tout le monde n'en est pas au même point et nous enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais parfois il y en a qui disent moi je ferai des efforts quand les autres feront des efforts. Et là tu te dis ah non, on va tous mourir. Donc voilà. Et quel argument tu réponds dans ces moments-là? Parce que je savais quand j'ai déjà eu ce genre de discussion, je ne savais pas quoi répondre. Ouais. Non, moi en vrai je suis là pour savoir où en sont les gens, mais je suis pas là pour convaincre. Non, pour convaincre. Je pense que c'est un travail collectif et c'est pas vraiment le travail de Bernie. Voilà, le consommateur c'est une chose, mais il y a aussi les prescripteurs, les directeurs de magasins, etc. Qui parfois
voient dans notre service aussi une opportunité de faire un peu d'image. Voilà. On essaye de leur dire que c'est pas ça l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est vraiment d'agir concrètement. Et voilà, certains sont hyper engagés, c'est hyper agréable, voilà, mais comme je pense partout dans notre société, certains sont militants, d'autres modérément engagés, d'autres pas du tout encore prêts à ça. On porte pas du tout de jugement là-dessus, hein, c'est pas la question, mais c'est juste de dire que voilà, parfois on est en avance de phase et donc ça demande beaucoup d'énergie pour aller dire si c'est important et tu le fais pour ton environnement, pour tes enfants, tu le fais pas pour un gain financier. Et voilà, on n'est pas encore dans une société qui est prête tout à fait à entendre ce genre de discours et d'efforts. Voilà. Et pour répondre à ta question de quelle complexité et pourquoi ce retard, moi je trouve que c'est aussi la complexité, c'est le modèle économique et qui vient avec la question du retard. Le modèle économique est compliqué encore aujourd'hui. En fait, on a énormément de travail à faire dessus. Nos emballages ils coûtent plus cher qu'un emballage jetable. Donc, le retard vient du fait que si on avait lancé ça un petit peu plus tôt, aujourd'hui, on serait déjà avec des volumes suffisants pour pouvoir dire en fait, l'emballage, il coûte presque aussi cher que l'emballage jetable. Donc, en fait, il n'y a plus l'argument de je dois faire un effort, mais en plus, ça me coûte plus cher et tout ça. Et c'est un modèle économique qui est lourd parce que, comme le disait Claire, on ne fait pas une appli. Et donc, nous, on doit investir dans des contenants qui coûtent cher. Et donc, c'est difficile aussi d'aller convaincre des financiers d'accompagner le projet, de leur dire c'est plus un outil SaaS ou une appli très simple qu'on peut déployer très rapidement. Là, il y a de l'immobilisation, il y a du matériel, il y a des contenants, il faut investir dedans. Après, il faut les déployer, il y a de la logistique, il y a du lavage. Et donc ça, c'est une vraie complexité. On a la chance d'être bien accompagné d'un point de vue financier maintenant, mais ça a été un vrai travail d'aller convaincre des personnes d'accompagner le projet de ce point de vue-là, alors qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce type de modèle, quoi. Et donc là, on parle d'obstacles, mais on va aussi parler de messages un peu plus positifs. À l'inverse, est-ce que vous avez des succès qui vous ont rendu fiers justement de ce projet et de ce que vous avez accompli ? Ouais, moi, ce qui me vient à l'esprit quand tu poses cette question, c'est vraiment la reconnaissance des professionnels du secteur de l'emballage. Vraiment, ce que disait Olivier, nous, on s'est un peu lancé comme deux candides dans le truc en se disant on a l'ambition d'aller proposer une solution de réemploi pour l'industrie agroalimentaire, ne connaissant rien au secteur de l'emballage. Et plus on avance, plus on a soit des experts de l'emballage, soit des équipementiers, des gens qui travaillent sur le sujet depuis des années, qui nous disent littéralement « c'est génial, génial, génial ». Voilà, on a eu un patron d'une boîte bretonne qui a vraiment accueilli le projet avec un enthousiasme vraiment hallucinant. Voilà, on a encore, quand on présente le projet, on a encore des grands patrons qui nous regardent avec des gros yeux en disant mais en fait c'est incroyable ce que vous faites. Et ça c'est vraiment les petites récompenses qui gomment un petit peu toutes les complexités qu'on a au quotidien. C'est des rencontres parfois où les gens nous regardent en disant mais vous êtes fous d'avoir fait ça, mais vous y arrivez, vous êtes en train de le faire et c'est incroyable ce que vous faites. Et ça c'est top et c'est ce qui nous nourrit aussi. Donc, c'est un peu faire le mix entre toutes les complexités. Il y a encore des gens qui disent non, mais arrêtez, ça va pas marcher, tout ça. Mais on a d'un autre côté d'autres gens qui sont à fond et qui nous poussent. On a énormément de support maintenant, des gens qui veulent nous aider bénévolement en fait et qui vraiment donnent beaucoup de temps au projet. Et on les remercie, mais voilà. Et au-delà de la validation du coup de nos pairs, du coup maintenant sur le sujet, ils ont validé vraiment la façon dont on a abordé le projet, d'un point de vue emballage, mais d'un point de vue modèle, etc. Et tu te dis c'est quand même cool, quoi. Et ça confirme en fait ce que disait Olivier. En fait, on pense qu'on n'y serait pas arrivé si on avait été des sachants sur ce sujet. Notamment l'inox, il y a un problème sur les lignes de production, c'est que quand tu sors de ligne de production, tu as des détecteurs de métaux. Donc, comment tu fais quand ton emballage est en métal ? Voilà. Mais, donc, est-ce que, tu vois, si on avait été ingénieur emballage, est-ce qu'on se serait pas arrêté direct en écartant le truc ? Et en fait, non, on a lancé le truc et on va réussir à contourner cet écueil technique. Voilà. Et donc, c'est ça qui est hyper gratifiant. Et dans les autres moments sympas, le premier moment sympa, c'était de trouver une associée, surtout, moi, je trouve, et de plus être seul c'était vraiment le début du projet, mais de plus se sentir seul et de se dire, OK, maintenant, on va créer un truc à deux et on va réfléchir toute la journée à deux et se faire du ping-pong d'idées. Et c'est là où un projet va beaucoup plus vite.
Et vraiment, je déconseille d'entreprendre tout seul, c'est ultra dur. Le premier truc top, c'est vraiment de trouver la bonne personne avec qui on crée un gros projet. Et derrière, on a une troisième personne qui nous a rejoint assez rapidement, qui est Pauline, sur la partie commerce, qui a entendu parler du projet. Elle a dit « Non mais attendez, mais votre projet il est incroyable, mais je viens vous aider tout de suite ». Et elle a été top, elle est toujours dans la boîte aujourd'hui. Elle a énormément dédié, elle tire beaucoup de sujets et tout ça, elle est vraiment incroyable. Et après, c'est l'équipe qui est arrivée en suivant. On a vraiment une équipe incroyable aujourd'hui. On est 14 personnes et on a une équipe ultra motivée qui porte des convictions énormes et ils sont à fond vraiment, ils portent des sujets parfois où nous, on a un petit coup de mou, on se dit, voilà, on a eu une réunion un peu dure et tout, et eux, ils sont encore à fond, ils sont là, allez, on y va. Et parfois, on sait pas qui tire qui, c'est marrant. Mais nous, on tire l'équipe de temps en temps, eux, ils nous tirent, c'est assez drôle. En fait, c'est vraiment un projet qui se crée tous ensemble. Et ça, c'est top d'avoir une très belle équipe comme ça, aussi motivée, et avec autant de conviction et de motivation. Et si je reviens sur votre association, justement, tu disais que c'était une belle étape aussi, mais ça a été d'autant plus un pari que vous ne vous connaissiez pas au départ. C'est vrai, on ne se connaissait pas. Mais en fait, on a pris le temps aussi de se connaître avant de s'associer sur le papier. Donc, on a passé beaucoup de temps à travailler sur quelles sont tes valeurs, quelles sont tes convictions, tes ambitions, tes projets de vie. Et vraiment voir s'il y avait une compatibilité aussi. Et ça, je le recommande avant toute association, de vraiment prendre le temps de se poser et de se dire, OK, on se fait une période où à tout moment, il y en a un qui peut dire, non, stop. Mais pendant cette période-là, on travaille sur qui tu es, qui je suis et qui on peut être en fait à deux. Et du coup, est-ce que c'est compatible pour créer une boîte avec les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Et donc ça, on a fait un gros travail là-dessus et on le ressent encore aujourd'hui. On a toujours les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et ça, c'est top. Et après, ça drive aussi les personnes qui rejoignent le projet derrière en fait. Dans les recrutements qu'on fait, on sent qu'on recrute les personnes qui ont aussi les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et tout ça. Donc, c'est ce qui fait la compatibilité de l'équipe aussi, mais la richesse de l'équipe aussi par des profils complètement différents, des profils qui voient les problèmes d'un autre angle. Et donc, c'est ça qui est top au quotidien, je trouve. Et si on revient sur Bernie, quelle est la promesse finalement client que vous faites avec Bernie, en résumé? On commence chacune de nos présentations en disant passer au réemploi quand on est un industriel de l'agroalimentaire, c'est pas simple. C'est parce que ça veut dire qu'il faut trouver le bon contenant. Après, il faut gérer un parc de contenants avec ceux qui reviennent et ceux qui ne reviennent pas. Il faut gérer éventuellement une consigne, gérer le lavage, la qualité, s'assurer que d'un point de vue hygiène, on est irréprochable. Il faut générer suffisamment de volume pour que ça soit intéressant d'un point de vue économique et écologique, pour pas que les emballages ils fassent des kilomètres pour revenir au bon endroit, etc. Et donc ça, gérer un parc d'emballage, c'est pas le métier d'un industriel. Le métier d'un industriel, c'est de l'agroalimentaire, c'est de garnir les emballages, de mettre les denrées alimentaires dans des emballages. Mais c'est un moyen et c'est pas leur métier de faire ça. Donc nous, notre promesse, c'est de dire qu'on va gérer pour eux un parc d'emballage qui va être standardisé et universel. C'est-à-dire qu'un industriel va utiliser le même emballage que son petit copain industriel. Donc ça passe auprès de la R&D. Après, quand on passe au service marketing, ça les fait un peu tiquer parce que ça fait 30 ans qu'ils font l'inverse, de se dire il faut que je me différencie au maximum du voisin et que j'apporte des fonctionnalités qui vont faire que le consommateur va préférer mon produit à celui du voisin. Donc là, on a un gros travail sur la standardisation et justement évangéliser sur le fait que c'est la seule solution en fait pour que le réemploi soit optimisé d'un point de vue logistique et écologique. Mais comme on n'est pas les seuls à parler de standardisation, etc., ça devient, moi j'ai l'impression que ça devient un peu un non-sujet. Ouais. Voilà. Et puis ils ont d'autres façons de apposer leur marque, améliorer leurs recettes. Il y a plein de façons de se distinguer du voisin. Et on n'a pas encore parlé du choix de votre nom, Bernie. Qu'est-ce qu'il signifie et comment est-ce que vous avez eu cette idée? Bernie, c'est le Bernard l'ermite qui sait réutiliser ses coquilles. Donc nous, on aime bien parce que ça fait le lien avec le monde du vivant. Et comme c'est ce qu'on cherche à protéger en rééquilibrant les choses entre l'homme et la nature, on aimait bien le clin d'œil. Super. Vous l'avez trouvé facilement? C'est moi qui l'ai trouvé parce que je suis vraiment un grand expert marketing, tout le monde le sait. Non, en fait, au début, l'entreprise s'appelait Return. C'est pas ouf. Et quand j'étais au tout début, avant même de créer l'entreprise, je commençais à faire des présentations, ça s'appelait Return et tout le monde me disait
Enfin, return, c'est un peu... Ça fait pas rêver, quoi. Ouais, c'est tout vu, quoi, en fait. Et du coup, je cherchais un nom, et en effet, je trouvais ça intéressant, le clin d'œil au vivant, à l'océan et tout ça. Et donc, à un moment, je sais pas pourquoi, le Bernard l'ermite, j'avais vu une vidéo, un reportage sur les Bernard l'ermite et en fait, le Bernard l'ermite, c'est un crabe qui n'a pas de coquille. Il n'a pas de coquille naturellement. En fait, il squatte une coquille qui n'est pas à lui. Et donc, il réutilise en fait un emballage en quelque sorte qui a été jeté. Donc, je trouvais ça marrant en fait de dire pourquoi nous on pourrait pas aussi faire le parallèle avec ce qu'on fait et donc la réutilisation de déchets en fait en quelque sorte. Voilà. Trop bien. Et donc ça fait un bon parallèle avec ma question d'après. En fait, je voulais qu'on descende un petit peu plus dans le détail, qu'on voit un peu concrètement quel est le circuit d'un contenant Berny, si vous pouvez nous expliquer ça. Alors, mettons qu'on parle du circuit complet où il va chez l'industriel. Déjà, la première chose, c'est que nous, notre volonté, c'est de garder toujours la propriété du contenant. On ne vend pas nos contenants, on les met à disposition de nos clients. Donc, l'industriel a besoin de 100 contenants, il en commande 100. Il les garnit de ses produits et il les envoie dans le circuit de distribution classique, donc ça va chez le distributeur. Le produit se retrouve sur étagère et là, le consommateur vient en supermarché, il prend son produit dans un contenant consigné, il passe à la caisse, il paye une consigne et il va consommer son produit chez lui. La fois d'après, il retourne dans son supermarché avec ses sacs et ses contenants. Il rend ses contenants, il se fait rembourser la consigne et il va faire ses courses normalement en reprenant des contenants consignés. Lui, il lave le contenant chez lui ? C'est pas demandé, mais il le fait aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on n'a pas de couvercle sur nos contenants et personne n'a envie de se balader avec un contenant sale dans son sac. Bien sûr. Et quels produits tu retrouves dans ces contenants ? Nous, en fait, on a développé cette solution pour répondre aux produits qui ne pouvaient pas être emballés autrement que dans un emballage, donc qui ne pouvaient pas être vendus en vrac. Et donc, ce sont tous les produits frais qui nécessitent un emballage et parfois qui nécessitent d'être conditionnés sous atmosphère modifiée pour tenir des dates de conservation qui soient aussi longues que ce qu'on fait aujourd'hui dans du jetable. D'accord. Et donc, du coup, le consommateur ramène son contenant à sa consigne. Là, à ce moment-là, vous récupérez les contenants, vous les lavez. Il y a cette solution de lavage aussi que vous Exactement. proposez. Donc, nous, ce qu'on propose au magasin, en l'occurrence, c'est de le libérer complètement de la contrainte liée au réemploi. Ouais. Donc, on vient chercher les contenants en magasin à une fréquence qu'on a déterminée avec le magasin en fonction des volumes. Et on les emmène au centre de lavage. Ils sont lavés, ils sont inspectés, ils sont sortis du circuit s'ils répondent pas à nos critères qualité. Où ils sont réinjectés à la demande. Et donc, on a vraiment construit un modèle pour que nos clients, donc les distributeurs, les industriels, puissent consommer de l'emballage réemployable comme de l'emballage jetable. Aujourd'hui, ils en ont besoin de 100, ils en commandent 100. Peu importe ce qu'ils adviennent derrière, s'ils reviennent pas, c'est nous qui portons en fait le risque du non-retour du contenant et le réassort nécessaire en cas de non-retour. Ok. Et tu disais donc qu'il n'y avait pas de couvercle sur cet emballage. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de couvercle en fait ? Alors, il n'y a pas de couvercle pour plein de raisons. La première, c'est que notre contenant il est en inox. Donc, en théorie, il peut faire 100 cycles. Enfin, on n'a pas encore complètement éprouvé le truc parce que c'est le début. Et voilà. Mais l'inox, nos casseroles dans nos cuisines, elles sont en inox. Elles tiennent la route pendant de longues années. Et c'est difficile de trouver un couvercle qui tienne la route aussi bien que ce matériau-là. Donc, on écarte le couvercle en inox parce que c'est trop lourd. Et voilà. Donc, ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que si on met des couvercles dans nos contenants, on a peur que les gens les gardent à la maison. Le but, c'est vraiment de créer une boucle en fait, d'emballage. Pas de garnir les placards des gens de boîtes en inox. Ça n'a aucune vertu écologique. Et d'un point de vue économique, ça ne marche pas non plus. Mettre des couvercles sur une ligne de production à la cadence industrielle qui est demandée, c'est pas possible. Gérer la consigne sur les couvercles, c'est pas facile. Donc il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on a écarté le sujet du couvercle. Et du coup, j'avais une question d'une auditrice de Rayonnante que je trouve intéressante, donc je vous la pose aujourd'hui. Elle demandait si l'inox n'altérait pas le goût de certains aliments. En fait, nos casseroles sont en inox, nos couverts sont en inox, les lignes de production sont en inox. Toutes les préparations qui sont faites chez les industriels, c'est dans des grandes cuves en inox. C'est par définition le matériau qui ne présente pas de migration de quoi que ce soit et pas d'odeur ou pas de changement de goût. Non. Et alors, d'un point de vue pratique, il passe au four, ce contenant, il passe au four micro-ondes. Enfin, tu peux le mettre partout. Oui, alors c'était l'enjeu dans le choix du matériau inox aussi, c'était le four micro-ondes. En effet,
on peut croire que quelque chose de métallique ne passe pas au four micro-ondes. Et en fait, le métal peut passer au four micro-ondes. Donc, tout ne passe pas au four micro-ondes. Ne commencez pas à tout mettre dans votre four micro-ondes. mais en fait, on a réalisé que nos emballages pouvaient passer au four micro-ondes. Et ça, c'était une vraie question au départ sur le choix du matériau inox. Parce que tous nos clients prospects nous disaient je veux bien passer sur vos contenants inox, mais en fait, ça ne passe pas au four micro-ondes. Et nous, on arrive, on leur dit en fait, si. Ça passe au four micro-ondes. Et c'est là où en R&D, on a un peu aussi travaillé énormément sur faire en sorte que les emballages en inox passent au four micro-ondes. Donc ça passe au four micro-ondes, ça passe au four, au congélateur, au lave-vaisselle. Et est-ce que je peux le rapporter dans un magasin différent de celui dans lequel j'ai acheté ? Ouais, l'objectif c'est ça, c'est vraiment qu'on crée un système qui soit répandu partout en France et que même si vous achetez quelque chose de consigné pendant vos vacances, vous pouvez le redéposer chez vous en rentrant. On n'a pas encore ce maillage national du territoire, mais c'est l'objectif, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes présent dans 7 magasins, c'est ça, dans l'Ouest ? Oui, 7 magasins. Je rebondis, mais l'objectif à terme, c'est que pourquoi pas, on puisse rapporter nos emballages dans des bornes en ville, comme on fait avec notre verre. Voilà. Bon, c'est pas demain, mais c'est le doux rêve que nous caressons chaque jour chez Bernie. Mais voilà, en fait, qu'on puisse collecter des déchets réemployables, comme on collecte des déchets jetables aujourd'hui. Pourquoi pas, même dans les parcs, si tu vas manger ta salade dans un parc, que tu aies ta borne de réemploi. Ouais. Mais ça, c'est pas nous qui travaillons sur le sujet. Et justement, quelle est votre ambition, vous, avec Bernie ? Nous, notre ambition, c'est vraiment de proposer ce standard de l'emballage réemployable et donc d'aller mailler le territoire région par région, d'abord avec ce qu'on appelle UVCM, donc les produits qui sont conditionnés en magasin, donc le frais emballé dont on parlait tout à l'heure, et d'aller petit à petit réinstaurer le geste de la consigne dans les magasins. On n'est pas les seuls acteurs à faire ce travail, donc on sait que ça va arriver et qu'une fois que ce maillage sera fait, qu'on puisse injecter distribuer des produits industriels dans toute la France, dans des emballages réemployables. Justement, si on s'intéresse un peu au marché de la consigne, ça m'intéresse d'en discuter avec vous parce que c'est un marché que je ne connais pas bien. Vous en avez déjà un peu parlé, mais du coup, on va aller un cran plus loin. Je voulais savoir déjà si vous pensiez que c'était une vraie tendance de fond ou si c'est juste finalement un effet de mode. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un effet de mode parce qu'il y a vraiment des lois en fait, qui arrivent et qui vont imposer ce système-là. Donc, du coup, peut-être qu'au départ, c'était un effet de mode, mais avec ces lois-là, ça va casser l'effet de mode et ça sera forcément plus un effet de mode, mais un principe de base dans nos vies et dans nos habitudes de consommation. Et la vraie tendance de fond, en fait, il y a une vraie tendance de fond, oui, parce que comme il y avait déjà ces projets de loi aussi qui commençaient à être discutés auprès des parlementaires, les industriels se sont dit, en fait, ça va commencer à arriver, on va devoir passer par là. Et donc, la tendance de fond, ça a été de se dire, en fait, d'un point de vue R&D, il faut quand même qu'on se penche sur ce type d'emballage. Ça a créé, en effet, peut-être une grosse vague de OK, il faut qu'on parle plus du réemploi, il faut qu'on travaille sur le réemploi et tout ça. Et ça permet aussi de faire émerger des entreprises qui travaillent sur le réemploi et qui nourrissent en fait tout le projet. C'est très bien qu'il y ait de la concurrence qui travaille là-dessus parce que ça permet de vraiment accélérer cet élan-là et d'avoir d'autres solutions qui soient complètement différentes et qui permettent d'aller très vite sur ce gros système d'emballage consigné partout en France, quoi. Ouais. Et ce projet de loi justement dont tu parles, tu peux nous en parler un petit peu plus en détail ? C'est de ça dont je voulais parler. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 1% de nos emballages qui sont réemployés. Si on parle des bouteilles, par exemple, dans les hôtels, etc., parfois elles sont consignées, les palettes, etc. Les ambitions de la France, c'est qu'en 2023, donc l'année prochaine, il y ait 5% des emballages ménagers qui soient réemployés. Donc c'est très ambitieux. Et qu'en 2027, il y en ait 10%. Voilà. Après, je pense qu'on a tous en tête la loi qui dit que c'est la fin des emballages à usage unique en 2040. Donc, ce qui peut paraître loin, mais quand on voit le travail que ça implique chez les industriels et chez tout le monde, en fait, on se dit que 2040, ça va arriver vite. Voilà. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'au début, on avait l'impression qu'on allait devoir évangéliser un peu, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là où chez des partenaires industriels, on travaillait avec des équipes dans leur coin, là, on sent que le sujet remonte dans les échelons chez nos interlocuteurs, etc. Donc, si les industriels se penchent sur le sujet, c'est que c'est pas un effet de mode. Ouais, et c'était justement une de mes questions, tu vois, c'était est-ce que finalement c'est le rôle d'une start-up ou est-ce que c'est le rôle d'un gouvernement, tu vois, de mettre en place ce genre de process ?
En fait, ce serait le rôle d'un gouvernement, oui, et il travaille dessus. Le problème, c'est le délai, en fait. Quand un gouvernement travaille sur des projets aussi gros, enfin, je pense qu'on en a pour des années et des années. Et je pense que c'est aussi l'avantage de créer des lois sans solution derrière. Ça permet de faire émerger des solutions et donc des petites entreprises qui vont se dire bah tiens, je pourrais me diversifier ou je pourrais créer ça. Et donc moi je trouve ça hyper intéressant que le gouvernement initie un mouvement en fait en disant bah voilà, il y a des projets de loi puis maintenant elles sont votées. Donc ça va arriver. Derrière, ça fait émerger en fait des nouvelles solutions. Le gouvernement peut pas non plus créer tout un système tout seul. Enfin, c'est monstrueux. C'est plus plein d'acteurs qui vont créer plein de petites choses et qui vont se regrouper à un moment. Tout comme la Poste, en fait, c'est un réseau qui est énorme aussi. Les télécommunications aussi, c'est énorme. Maintenant, tout le monde a un téléphone partout en France. Et on peut se dire, bah, c'est monstrueux en fait. Une start-up qui avait cette idée-là à la base, de dire, bah, je vais planter des poteaux partout dans les campagnes et tirer des fils entre chaque poteau, enfin, c'est impossible. Mais c'est pareil, c'est des choses qui ont été initiées par des privés, mais à l'initiative aussi de gouvernements qui disaient, bah, il faut qu'on appuie ces systèmes-là. Voilà. Ouais. Et tu parlais justement de concurrence. Aujourd'hui, vous êtes nombreux sur ce marché-là ? En fait, il y a des concurrents, et il y en a de plus en plus, mais c'est sur différents secteurs à chaque fois. On est plus complémentaires, je trouve, pour le moment. Il y en a qui vont faire, les plus proches de nous, c'est vraiment du conditionnement industriel, mais sur des produits qui sont plutôt secs, stockés à température ambiante. Et il y en a d'autres qui vont plus faire de la restauration commerciale, donc les petits restaurants en ville. Il y en a d'autres qui vont plus faire des cantines scolaires. Donc voilà, on voit un petit peu de tout et je pense qu'à un moment, tout va se regrouper et peut-être que le gouvernement prendra le sujet et dira ok, maintenant on crée un service public. C'est possible. C'est clair. Et vous interagissez déjà avec tous ces concurrents justement ? Vous échangez avec eux ? Ouais, on discute beaucoup avec nos concurrents sur comprendre un petit peu ce qui se passe, comment eux interprètent un petit peu l'évolution du marché, comment on peut travailler ensemble aussi, comment on peut être complémentaires, comment on peut faire évoluer le sujet de manière intelligente sans qu'on crée des choses chacun dans son coin. Mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident de discuter avec des concurrents, de créer une relation de confiance avec des concurrents, mais je pense qu'il faut le faire. C'est toujours intéressant de rencontrer ses concurrents et de les connaître. Ouais, carrément. Et je me demandais si c'était une tendance uniquement propre à la France, ou est-ce qu'on observe un retour à la consigne aussi dans les autres pays d'Europe, dans le monde entier en fait ? En Europe, en tout cas, on est un des pays les plus en retard, mais du coup, avec la plus grande ambition, tu vois, les 1%, 5%, 10%, etc. Alors qu'il y a des pays qui n'ont jamais abandonné la consigne, des pays juste à côté de nous. Donc non, tout le monde travaille sur le sujet. Nous, on a beaucoup... on a des échanges avec le Québec, pareil. Ah ouais ? Ils sont à fond. Et toutes les îles, ils ont des vraies problématiques de gestion des déchets. Et pour eux, la consigne, c'est une solution qui est idéale pour eux parce que c'est des boucles qui sont assez faciles à mettre en place. Et les déchets, c'est assez problématique dans les îles. Donc non, c'est assez répandu dans le monde. Et tu parlais de pays proches de la France, tu pensais à l'Allemagne, la Suisse, la Hongrie, et puis après tous les pays nordiques. Ça vient d'eux, d'ailleurs, les gens qui fabriquent des collecteurs, etc., ils sont norvégiens. Et du coup, vous vous inspirez, vous, de justement de toute leur méthodologie, de leur process ? Oui, alors après, c'est beaucoup sur la bouteille. Donc c'est un modèle qui est un peu différent. Mais oui, en fait, tout le monde se calque un peu là-dessus, sur ce qui est fait dans les pays voisins. Je trouve qu'il faudrait qu'on aille plus en voyage en Scandinavie. Ça pourrait être sympa. Ok, c'est un beau voyage d'équipe, t'as raison. Et quelles sont selon vous les attentes des consommateurs ? Qu'est-ce qui les freine en fait encore aujourd'hui ? Ce qui les freine, c'est que c'est un effort de plus qu'on me demande de faire, alors que ma vie est compliquée, bien remplie, etc. Le changement, ça freine toujours tout le monde, et voilà. Après, on a bien vu que pendant le Covid, on sortait plus de chez nous sans penser à notre masque. Quand en fait on se met en mouvement, le cerveau il fait son travail. Il y a tout un tas de facteurs. C'est l'inconnu. Est-ce que c'est là pour 2 mois ou est-ce que maintenant c'est comme ça que ça va être, est-ce que je me fais confiance pour faire l'effort de le rapporter Voilà, on sent que les gens qui jouent le jeu aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui sont très engagés et qui n'arrivent plus tout simplement à consommer dans une barquette plastique. Ouais. Autour de nous, il y a des gens pour qui c'est
impossible. Ils préfèrent ne pas acheter de produit plutôt que de l'acheter dans une barquette plastique. Enfin, jetable en tout cas. Donc, je pense que c'est un degré de prise de conscience ou de volonté d'agir sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas que ce sujet, il y en a plein d'autres. Et puis, on ne peut pas tous faire des efforts partout tout le temps. Voilà. Donc c'est ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'on pense qu'on en est au début, que ça va évoluer. Une transition écologique, ça se fait petit à petit, pas à pas, geste par geste. Il ne faut pas essayer de tout faire d'un coup. Et il faut faire un premier geste. Par exemple, je dis n'importe quoi, décider que le liquide vaisselle, désormais, c'est sans emballage et je m'occupe de ça pendant 3 mois. Une fois que c'est fait et que c'est devenu un non-sujet et que j'ai pris cette habitude, et ben là, je passe à l'étape d'après. Voilà. Et pour les gens, ça leur paraît souvent être une montagne de dire faut que je change complètement toutes mes habitudes tout d'un coup. Et je comprends. Et moi, la première, ça me fait parfois une charge mentale de malade. Mais maintenant, j'ai appris à me dire je vais pas être zéro déchet du jour au lendemain. Je fais les choses petit à petit. Ouais. Il faut qu'il y ait quand même une simplicité dans la démarche, tu vois. Il ne faut pas que ça complexifie ce que tu dis, le quotidien des consommateurs. Mais une fois que tu as ton compost et que tu as l'habitude de mettre les trucs au compost et que ça devient un non-sujet pour toi, tu passes au truc d'après. Et sur l'argument du prix, c'est un argument qui ressort souvent. Le montant de la consigne. Le montant de la consigne, que ce soit un peu plus cher, parce que c'est vrai qu'il y avait une époque, les emballages, ça coûtait 5 centimes. Je trouvais ça comme info. Mais tu parles pour le consommateur ? Ouais. Non, là, c'est encore une fois ceux qui ne peuvent plus acheter de produits dans un contenant jetable, c'est un non-sujet. Ils savent qu'ils vont se faire rembourser. Voilà. Après, pour les autres, c'est, disons, un petit prétexte de plus pour ne pas le faire. Et tu donnerais quoi comme conseil justement aux consommateurs pour passer à la consigne au quotidien ? Celui que je viens de donner, en fait, c'est de dire on le fait petit à petit. Faut pas révolutionner tout d'un coup. Faut y aller petit à petit. Donc déjà, se dire... c'est prendre des décisions, en fait. C'est se dire... moi, par exemple, il y a 3 ans, j'ai décidé que je ne consommerais plus jamais une bouteille plastique. Et je préfère prendre mon TGV et mourir de soif dans le TGV si j'ai oublié ma gourde que d'acheter une bouteille plastique, parce que j'ai décidé, et voilà. Et donc, c'est prendre des décisions et y aller petit à petit sans chercher à tout faire d'un coup, quoi. Ouais. Et la consigne, c'est pareil. Une fois qu'on a pris le réflexe de sortir avec ses sacs, on a pris le réflexe de sortir avec ses sacs. En fait, c'est une question d'habitude. Et donc, avec les contenants, c'est pareil. Et c'est sympa que tu parles justement de l'exemple de la bouteille plastique. Je me demandais s'il y avait justement dans vos quotidiens des engagements que vous avez pris pour aller dans ce sens, quoi, pour une consommation plus durable et responsable. Moi, je suis plus tourné sur la biodiversité en termes de transition écologique, et j'essaie de favoriser au maximum en fait le retour d'espèces, parce que j'aime beaucoup la nature, j'ai grandi à la campagne, c'est peut-être pour ça, mais en fait je tombe plus dans mon jardin, c'est bête, mais arrêter de tondre, en fait ça développe il y a des nouvelles fleurs, ça attire des abeilles, enfin ça redéveloppe en fait plein de choses. J'arrête pas de faire des tas de bois dans mon jardin que je laisse pourrir, comme ça fait plein de vers et tout, j'aime trop. Et donc mon jardin est dégueu, mais en fait, il a plein de petites bêtes et j'aime trop voir des libellules. Il y a des libellules qui reviennent à Nantes. Et en fait, j'ai vu une libellule dans mon jardin l'autre jour. Je me suis dit, mais en fait, normalement, il n'y a pas de libellules en ville. On n'en voit pas. Et je pense que c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire. Donc moi, j'aime beaucoup le côté biodiversité. Et après, en termes de consommation, c'est arrêter d'acheter des choses dont on n'a pas besoin, évidemment. Et après, moi, d'un point de vue consommation aussi, j'essaie d'acheter le plus local possible. Voilà. Je pense qu'il y a plein d'efforts comme ça à faire. J'ai fait mon bilan carbone. Déjà, ça, c'est une bonne chose à faire déjà pour commencer, faire son bilan carbone. Il y a des systèmes qui permettent de vraiment mesurer très rapidement le bilan carbone d'un foyer. Je sais que la moyenne en France, c'est 9,5 tonnes de CO2 par an, par personne. Moi, je suis content, je l'ai mesuré il n'y a pas longtemps, je suis à 4,5. Mais en fait, il faut qu'on atteigne 2 tonnes chacun. Et, chaque foyer doit atteindre 2 tonnes. En moyenne, on est à 9,5. C'est par personne. C'est par personne, c'est même pas par foyer. Non, c'est énorme en fait. Et ça passe par arrêter de prendre l'avion, prendre plus le train, ne pas aller au travail en voiture mais en vélo. C'est plein de trucs comme ça. La consommation de gaz, de viande. Il y a plein de... Le site est très bien fait, il y a plein de conseils derrière qui sont hyper intéressants. Et toi, Claire, tu fais quoi ? Claire, elle a arrêté les bouteilles en plastique. J'arrête d'imprimer avec mon imprimante.
Je prends plus les gobelets en plastique. Non, mais alors j'ai pas fait mon bilan carbone, mais voilà, c'est sur ma to-do. Je pense que c'est vraiment la première chose à faire, juste d'arrêter de fantasmer et juste de se dire bon bah c'est quoi la réalité, et concrètement je regarde mes consommations d'eau, de gaz, voilà, et bah prendre conscience c'est le premier truc, quoi. Et moi ce que je disais c'est ça fait 3-4 ans que je me suis un peu lancée dans le truc et voilà que je le fais petit à petit. Donc un coup c'est le compost, le coup d'après c'est les yaourts, le coup d'après c'est réduire sa consommation de viande, vraiment ça c'est progressif, quoi, c'est de dire je le fais un petit peu puis de plus en plus, et puis on se rend compte que plus on s'en passe plus on s'en passe en fait, voilà. Et puis dans la salle de bain les déchets, etc. Et puis tu sais les principes du zéro déchet, c'est refuser. Donc, refuser tous les goodies, tous les plaquettes, les flyers, les trucs qu'on veut te refourguer. Même la boisson gratuite avec ton menu. Ça m'énerve à chaque fois, ce truc-là. Voilà, donc refuser et réduire. Voilà, prendre le vélo, effectivement. Je me suis fait un petit aller-retour Nantes-Marseille en train aussi pour tester. Voilà. Donc, l'aller, c'est sympa. Le retour, c'est un peu plus long. Mais ça, en fait, ça fait du bien. Donc, voilà. Donc c'est des petites choses comme ça. On est loin d'être arrivé à bon port, mais effectivement, c'est bien de se dire, j'en suis là, l'objectif c'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver. Trop bien, hyper inspirant. On va terminer le podcast par des petites questions sur Nantes. Alors, vous m'aviez confié en off, quand on avait préparé l'interview, que créer Bernier à Nantes avait été un vrai avantage pour vous. Est-ce que vous pourriez nous raconter pourquoi ? Déjà à Nantes, on s'y sent bien. Les gens sont sympas, et quand on va bien dans sa vie, c'est plus facile d'entreprendre, je pense. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a un écosystème qui est facile d'accès. C'est facile d'aller voir les autres entrepreneurs nantais, de leur poser des questions, de partager des problématiques, etc. Donc, c'est assez amusant et agréable d'avoir accès à tout ce monde-là. Il y a des structures d'accompagnement qui sont top. Nous, on est passé par Nova Pulse, on a été aussi accompagné par le Startup Palace. Voilà, on a rencontré plein de monde qui nous ont aidés et qui nous ont bien accompagnés. Donc ça, c'était cool. Et puis Nantes, pour nous, pour notre activité, c'est un super point de départ parce que on est au cœur d'un gros bassin agroalimentaire. Et donc, à moins d'1 heure de route, on a Fleury Michon, avec qui on collabore depuis 2 ans, et d'autres industriels vendéens, Sodebo et bien d'autres. Et même nos partenaires équipementiers avec qui on travaille. Voilà. Et puis, c'est un bon terreau pour l'écologie, le réemploi. C'est une région où, souvent, on entend même d'acteurs qui sont ailleurs en France que c'est par là que ça va commencer, c'est par l'ouest de la France. Donc pour nous, c'est tout bénéfique. Puis il y a aussi en termes d'emploi, je trouve, Nantes attire beaucoup de très bons profils parisiens. Et donc en termes de recrutement, on arrive à recruter des profils top, hyper intéressants. Et donc ça facilite aussi le développement d'une entreprise d'avoir en fait des profils à disposition qui sont motivés pour trouver un emploi à Nantes, quoi. Ouais. C'est un vrai bassin d'emploi à Nantes. Il y a une vraie dynamique, je trouve, entrepreneuriale et professionnelle sur Nantes, quoi. Ouais, trop bien. Et qu'est-ce que vous évoque Nantes alors ? Gâteau nantais. Moi, je trouve le gâteau nantais, c'est exceptionnel. Ah ouais ? Ouais, je connaissais pas avant d'arriver à Nantes. Et je trouve que c'est tellement simple comme gâteau, mais tellement bon. Je trouve ça trop bon, quoi. Je pourrais en manger toute la journée. Je trouve ça top comme gâteau. Donc, bien joué les Nantais. Et après, non, moi, ce que m'évoque Nantes, c'est vraiment la culture. Incroyable côté culturel qu'il y a à Nantes. Je connais pas le budget culture de Nantes, mais c'est un truc de fou, je pense. Il y en a tout le temps. Ils font tout le temps des trucs. C'est canon. C'est trop drôle ce qu'ils font. C'est passionnant, je trouve. Et vraiment, se balader dans les rues de Nantes, c'est toujours quelque chose d'original. Il y a la petite maison à côté de la Fnac là, qui est trop drôle, une petite maison vraiment métallique qui est dans un mini passage. Il y a plein de choses partout qui sont très très marrantes. Et moi souvent, quand je pense à Nantes, pour moi le premier mot qui me vient, c'est la liberté. Venant de Paris, moi j'ai grandi en région parisienne, et en arrivant à Nantes, je trouve que, c'est peut-être parce que je me balade à vélo et que j'adore mon vélo. Et voilà, mais c'est simple de se promener dans Nantes, d'avoir accès à des espaces verts de fou, hyper rapidement. Se dire, je sors de chez moi et tac, je peux être sur les bords de l'eau, en pleine nature. Je trouve ça top. Et sortir de la ville hyper facilement aussi. Ouais. Donc, un vrai sentiment de liberté. Qu'est-ce que vous aimez faire à Nantes tous les deux ?
C'est profiter un peu de tous les milieux culturels qui existent à Nantes, la proximité avec la plage et la proximité avec la Bretagne aussi. Je me ressource beaucoup en Bretagne. La proximité avec Paris, je trouve qui est top. C'est sympa de passer un week-end à Paris en train. Après, Nantes, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une petite ville, mine de rien, et on croise tout le temps des gens qu'on connaît. C'est top. Ce matin, j'ai rencontré 4 personnes que je connaissais en 10 minutes. Je me disais, mais c'est incroyable en fait. C'est trop marrant. Et puis, non, je trouve qu'il y a il y a une très bonne ambiance. On est arrivé à Nantes, on a été bluffé par l'accueil des Nantais. C'était assez choquant dans le bon sens. C'était vraiment... les gens nous arrêtaient dans la rue en disant, vous êtes les nouveaux voisins, mais bienvenue. Et j'en reviens toujours pas. Je trouve ça incroyable. Voilà. J'adore Nantes. Et moi, ce que j'aime faire à Nantes, c'est voir facilement les copains, aller facilement me promener, je le disais, dans les espaces verts qui sont à notre disposition, aller voir la mer hyper facilement aussi, profiter des activités culturelles qui sont proposées. Donc, je répète un peu ce que tu as dit, mais voilà. Et me balader à vélo dans Nantes. Est-ce que vous avez des adresses un peu favorites, chouchoutes, que vous voulez nous partager? Ça peut être des adresses green, mais pas que. Moi, j'aime beaucoup le bar Amer, qui est à côté de la Tour de Bretagne. Okay. C'est un petit bar à bière qui est top. Il propose des bières qui sont incroyables. Et toi, Claire? Moi, j'ai pas de lieu fétiche. J'aime bien découvrir des nouveaux lieux à chaque fois. Le truc que j'aime bien faire, c'est aller à Trentemou, à la Civelle ou à côté, mais aller prendre un verre face à la Loire. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Le lab, on va au lab ce soir. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est cool. Il y a plein de petits lieux. Aller à la ferme le samedi matin avec mes enfants. Je fais mes courses pendant qu'ils regardent les cochons. Tu vas où? Tu vas avec quelle ferme? À Chasseloire. Ok. Ça, j'aime bien aussi. Voilà. Et non, mais il y a plein de petits lieux partout. Plus incroyables les uns que les autres, des réhabilitations, des choses comme ça. Mais j'ai pas d'adresse fétiche. J'ai une dernière question un peu bonus qu'on m'a posée sur le compte Instagram de Rayonnante. Est-ce que vous recrutez? C'est remonté plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il y a des attentes. On a eu une grosse phase de recrutement là, dernièrement. Là, on est un peu en pause sur le recrutement. On va relancer beaucoup de recrutement, je pense, l'année prochaine, plutôt 2023. Okay. Après, on est toujours intéressé de recevoir des CV et tout ça parce que ça nous est arrivé parfois, on n'avait pas prévu de recruter et on rencontrait des personnes, on disait en fait, coup de cœur, on peut pas passer à côté de cette personne-là, elle est incroyable, hyper motivée et tout. Et donc on se débrouille pour trouver du budget et recruter certaines personnes parfois. Donc sentez-vous libre si vous voulez recruter, si vous voulez postuler chez Bernie, sentez-vous libre d'envoyer votre candidature. Et puis voilà. Comment, sur votre site internet? Sur Welcome to the Jungle? Non, on n'a pas de compte Welcome to the Jungle sur notre site. Je voulais juste ajouter qu'on a beaucoup de personnes qui nous contactent en disant ras-le-bol de travailler dans un grand groupe, j'ai envie de m'engager dans une entreprise, etc. Et même si on ne recrute pas, ce qu'on avait proposé à Anise, par exemple, qui était, elle, dans un grand groupe, elle a pris un congé sabbatique d'1 mois. Pour aller travailler, elle est venue travailler 1 semaine chez nous pour voir ce que c'est qu'une start-up, ce qu'on fait au quotidien, comment elle, avec son expérience grand groupe, elle pourrait s'intégrer dans une entreprise différente, est-ce que ça maturait, etc. Et elle a fait ça chez nous, elle a fait ça dans d'autres entreprises nantaises, et je trouvais que sa démarche était top. Et voilà, on va pas ouvrir nos portes toutes les semaines à tout le monde, mais je trouve que c'est une démarche qui est intéressante de se dire aussi, on peut aller expérimenter de façon concrète ce que c'est avant de prendre sa décision. Voilà. Trop bien, c'est une bonne idée ça. Merci à tous les deux pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Je me disais, pour retrouver vos contenants, on va sur votre site internet voir dans quel Non, je crois que sur le site internet, il n'y a pas encore la liste, okay. Mais dans les magasins autour de Nantes, l'Hyper-U de la Chapelle-sur-Erne, le Super-U de Carquefou, le Leclerc de Rezé à tout sud. Après, il y en a pas mal en Vendée. Après, ça va arriver de plus en plus. Voilà. Ouais. Top. Merci à tous les deux. Merci Léonore. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, sachez que vous pouvez nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast
et sur Spotify. Et puis bien entendu, vous pouvez le partager autour de vous. Ça nous aidera beaucoup à le faire connaître et à faire connaître le projet de Bernie. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.